Extra, donc on est à la paracha de Toldot. Toldot, en fait, c'est le mariage de Yitzhak avec Rivka. Et donc le début du troisième maillon qui a commencé par Abraham. Il y a Abraham, Yitzhak, et ensuite il y a bientôt Yaakov. Et il dit le texte que finalement Rivka, elle commence sa carrière un petit peu comme toutes nos imaot, toutes nos matriarches. Elle commence par une stérilité. Et d'ailleurs, toutes nos matriarches étaient stériles. On a eu Sarah qui était stérile, Rivka qui était stérile, Rachel qui est devenue stérile, Léa qui était stérile. Il n'y a que de la stérilité dans le peuple juif. Ceci pour nous apprendre que finalement le peuple n'est que par la puissance de la prière, par la puissance de l'épanchement. Et Rivka nous dit la chose suivante, que Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile. Donc il va prier, il va s'acharner, et dit le texte, l'Éternel accueillit sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc grâce à ce tour de force de la prière, elle arrive à tomber enceinte. Et c'est là que, pour la première fois, le texte de la Torah va nous parler de ce qui se passe au niveau intra-utérin. Comment se passe la grossesse? On a eu des milliers de gens qui sont nés avant ça. On a juste dit que voilà, ils sont connus, elle est tombée enceinte, il y a eu un enfant, un point, c'est tout. Et là, d'un coup, on nous parle de ce qui se passe au niveau intra-utérin. Le texte nous dit la chose suivante. Vaïtro tsetsu abanim, il y avait deux enfants. Les enfants se heurtaient, couraient, bekirba en son sein, vatomer imken lamazé anochi. Et à ce moment-là, elle dit, si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné? Pourquoi c'est ça qui m'arrive? Va-t-elle l'hydroche et Hachem, elle est allée consulter le Seigneur. Bon. Avant de regarder Rashi, il faut se poser la question. Ah, ici tu peux. Il faut se poser la question. Je pense que tu dois avoir ici un sandwich. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui gêne à votre avis Rivka? Elle sent quoi au fond dans son ventre? Qu'est-ce qu'elle sent? Pardon? Elle sent la bougeotte. C'est bizarre qu'une femme ait la bougeotte quand elle a un enfant dans les entrailles. Quoi ben? La bougeotte, le bébé il bouge. Bah oui, il bouge, ouais. Ah, le bébé, non. Mais il arrête pas de bouger. Mais il fait du sol élastique le bébé quand il est dans le ventre. Ouais, il fait sûr. des galipettes non-stop, il s'éclate. Il fait du sport déjà. Mais évidemment. Donc la question qu'il faut se poser ici, mais quel est le problème de Rivka? Je comprends pas. Elle a jamais entendu qu'une femme qui est enceinte, au bout du, je sais pas, cinquième mois, le bébé il donne des coups comme ça de talons, de ci, de là. C'est incroyable. Donc ça veut dire quoi? Elle sent qu'il y a une activité très forte à l'intérieur de son ventre. Elle dit, si c'est comme ça, j'aurais pas voulu. Comment ça, t'aurais pas voulu? Ça fait combien d'années que tu pleures d'avoir un enfant? D'un coup, t'en as un, tu commences, c'est un peu compliqué, ça fait mal, les sciatiques à droite, oh, ça va. Donc déjà, la question qui se pose, c'est que on comprend pas comment dire ce que dit Rivka. Et qui l'amène même à aller consulter Seigneur. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a une question pareille, alors on va regarder Rashi. Rashi va répondre à ce problème. Et Rashi va nous amener un midrash. Je nous dis la chose suivante. C'est quoi Vaïtro Tsetsu? Ça veut dire quoi? Ils se sont heurtés. Nous dit le Rashi, on conviendra que ce verset appelle une interprétation midrashique. On n'arrive pas à comprendre, on est obligé d'utiliser le midrash, c'est-à-dire le sens allégorique. Car il laisse dans l'ombre le rapport qui existe entre ces heurts et l'exclamation. On ne comprend pas pourquoi. Le fait que, c'est la question qu'on a posée, pourquoi le fait que ça bouge à l'intérieur, ça fait qu'elle s'exclame en disant il y en a marre. Si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné? Nos maîtres expliquent, donc on comprend le problème, nos maîtres expliquent qu'est-ce qui se passe. Que le mot a le sens de courir, va être au-dessus, elle sentait une course à l'intérieur, c'est-à-dire, quand elle passait devant les portes de Torah, de Shem et de Héver, Yaakov se mettait à courir. Donc il y avait en elle un double tropisme, un double mouvement. Lorsqu'elle passait devant des Beth Midrash, elle sentait le bébé qui voulait sortir. Et quand elle passait devant des lieux de perdition, elle sentait aussi que le bébé voulait sortir. Pour l'instant, elle ne savait pas qu'elle avait deux enfants. À ce moment-là, le Seigneur, c'est-à-dire la personne va lui dire, Shne goïm et bitner, il y a deux enfants dans ton sein, ou Shne leomim imaïr miparedou, deux nations sont dans ton sein et deux peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre et les néobira au plus jeunes. On est en train de toucher ici
aux racines du monde juif et aux racines du monde chrétien. Ouais, ce sont les deux nations qui vont naître d'ici. L'Occident et le monde juif. Ça, c'est donc, si vous voulez, ce qui est marqué ici. Maintenant, comment dire, l'époque de sa délivrance est arrivée, il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Je reprends le déroulé des choses. La femme a une activité intra-utérine qui bouge, jusque-là, c'est pas un problème, mais, nous dit Rachi, non. Le problème est le suivant, c'est qu'elle sentait que si elle allait vers un lieu de construction, comme le Beth Midrash, la yeshiva, eh ben, ça poussait, mais quand elle allait vers un lieu de perdition, ça poussait aussi. Et donc elle se dit, mais c'est quoi cet enfant qui est attiré aussi bien par les lieux de perdition que de construction? À ce moment-là, l'ange ou le maître lui dit, non, t'as pas compris, c'est pas un même bonhomme, c'est deux bonhommes. Il y en a un qui a un tropisme vers le monde de la construction et l'autre qui a un tropisme vers la destruction. Et que fait à ce moment-là Rivka? Que fait Rivka à ce moment-là? Apparemment, elle est rassérénée. Apparemment, elle est tranquille. Sur quoi il faut se poser évidemment une question, mais en quoi tu es tranquille? Tu as quand même une partie. Bonjour. Il reste des chaises ou pas? Bon, chaise. Ce à quoi il faut poser une question, mettez-vous dans le contexte de Rebecca. Rivka, elle se dit, je comprends pas. J'ai un truc bizarre à l'intérieur de moi, j'ai une sorte de schizophrénie. À la fois l'attrait de la construction et de la destruction. Réponse, non, tu as deux bonhommes. C'est deux individus. Il y en a un qui cherche la construction, l'autre qui cherche la destruction. Les lieux de perdition, en tout cas. Les bâtés à Vodazara, les lieux d'idolâtrie. Et à ce moment-là, ça va, c'est bon, ok, c'est ok. Pourquoi il est rasséréné à ce moment-là? C'est une question qu'il faut poser au texte. On est bon ou pas? Donc là, voilà un petit peu le texte. Vous avez certainement très souvent entendu des divrei Torah de personnes tout à fait respectables qui vous ont expliqué, à partir de ce Rashi, que Esav, le père de l'Occident, depuis le début, s'était perdu d'avance. Ce qui l'intéressait, c'était les lieux de perdition. Vous avez entendu ce type de discours hyper manichéen? Il y a les gentils et les méchants, comme dans Bioman. Ouais. Il y a Yaakov d'un côté, les gentils, et puis il y a Esav. Et d'ailleurs, comment il est décrit de façon générale, Esav? Comment? Guerrier, non? C'est un guerrier. Oui, il est très... Comment il est représenté dans les Talmud Torah? Ouais, quand on envoie les enfants. T'en as un, il a vraiment la tête de l'emploi du rachat. Il est tout rouge, il est, comment dire, on dirait un goujat. Ouais. Et t'as Yaakov, la tête du petit sadique, qui lui donnerait le bon Dieu sans confession, avec la belle barbe, avec les pailleuses dans sa tente. C'est vrai ou pas? Ouais. Maintenant, tout le monde s'appuie sur ce Rashi, en disant, mais tu vois bien, c'est marqué dans Rashi que, quelque part, il y avait un tropisme depuis le début, d'un vers la Torah, l'autre vers l'anti-Torah, et c'est ça qui faisait qu'elle comprenait rien. Après, on lui dit, non, t'inquiète pas, en fait, Torah 2, c'est pas une schizophrénie, c'est deux individus différents. Alors, on va aujourd'hui démolir ce schéma manichéen. Vous savez pourquoi je démolis ce schéma manichéen? Parce qu'en fait, il est aussi révélateur d'une absence de bonne lecture de Rashi. Ouais. Alors, l'idée est la suivante. La première des grands problèmes, c'est de partir de la donnée comme quoi c'était perdu d'avance. Déjà au niveau intra-utérin, il avait déjà montré ce qu'il était capable, ce qu'il avait envie. Pourquoi c'est impossible de dire une telle chose? Parce qu'on a un enseignement du Talmud qui est extrêmement riche. Ce sont des parties du Talmud qui parlent de la, de la confrontation, de l'amitié entre deux géants. Un géant du monde de Esav et un géant du monde de la Torah. Le géant du monde de la Torah, c'est Rabbi, c'est celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Et le géant du monde de Esav, c'est Antonin. Antonin le pieux, Antonin le juste. Et Antonin a ouvert une période tout à fait étrange dans l'histoire du combat de Rome contre le peuple juif, puisque de façon générale, ils nous ont en permanence opprimés, ils nous ont en permanence spoliés, ils nous ont en permanence empêchés d'étudier la Torah, ils ont fait des autodafés, on connaît tout ce qu'a fait Titus, ainsi de suite. Mais exception historique, à l'époque d'Antonin, Antonin a eu
comment dire, une extraordinaire amitié avec les Juifs qui était due au fait qu'il avait un compagnon d'études qui était Rébi. Et de façon très régulière, ils avaient l'habitude de parler ensemble de sujets de Torah et des sujets philosophiques. Et à ce moment-là, donc, regardez un petit peu une des discussions qui est intéressante, qui a amené les deux. Antonin pose la question suivante à Rabbi. Rabbi, quand arrive le mauvais penchant, l'inclinaison vers le mal, le monde pulsionnel destructeur, à partir de quand il intervient chez un individu? Est-ce que c'est depuis la procréation, ça veut dire dès que le spermatozoïde rencontre l'ovule et qu'un programme est en train de se mettre en place, d'ores et déjà, il y a déjà cette inclinaison au mal, il y a déjà l'ADN du mal, au même titre qu'il y a l'ADN de la couleur des yeux et de tout ce que tu veux, déjà dans cette première rencontre. Eh ben, est-ce que d'ores et déjà, il y a aussi l'ADN au niveau du goût du mal, ou bien il faut attendre la naissance? C'est à partir de la naissance qu'il y aurait cette inclinaison. À ce moment-là, Rabbi répond, depuis la procréation. Ouais, ça veut dire que c'est depuis le début que les choses se mettent en place. À ce moment-là, Antonin a de répondre, si c'est ainsi, il devrait ruer dans les entrailles de sa mère et sortir. Si vraiment le programme de l'attrait du mal était intra-utérin, alors il ne devrait y avoir que des fausses couches. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Parce que le mal, ouais, c'est quoi le mal, c'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est une définition tout à fait intéressante du Yetzer Hara. Pourquoi, si vraiment le mal était déjà intra-utérin, alors il ne devrait y avoir que des fausses couches? Pourquoi ça devrait exploser? Pourquoi il devrait ruer et essayer de sortir par tous les moyens? Vous savez pourquoi? Parce que le milieu intra-utérin est un milieu de croissance exponentielle. C'est colossal à partir d'une petite cellule, ce qu'on arrive au bout d'un temps assez rapide. Un bébé de 3 kilos à partir d'une petite cellule, c'est colossal. Il y a une croissance absolument exponentielle. Le Yetzer Hara, il faut le savoir, ne supporte pas lorsqu'un individu grandit. Il est antinomique au fait de grandir. Et il pourra même se déguiser de façon même religieuse pour essayer de pousser quelqu'un à faire quelque chose, de façon à ce qu'il ne grandisse pas. Le Yetzer Hara pourra même nous pousser à faire de l'excès de zèle pour éviter de grandir de façon constante et de façon profonde. Ouais. Donc le Yetzer Hara, ce qui l'intéresse, c'est que l'individu reste le même. Le Yetzer Hara attend d'un individu qu'il soit une identité remarquable. C'est ça qu'il attend. C'est pas le faire chuter, c'est déjà faire de l'individu quelqu'un qui stagne. On va en parler tout de suite, juste après. Donc, l'idée est la suivante. Si vraiment il y avait dans le milieu intra-utérin la présence de cette pulsion vers le mal, ça devrait par définition exploser. Et donc, ça c'est ce que dit Antonin. À ce moment-là, Rabbi a l'air conquis par cette idée, et il va même appuyer Antonin en disant, tu sais quoi, tu as raison, cette chose nous a été enseignée par Antonin, et un verset le confirme, car il est écrit, le péché est tapis à ta porte. Bon, c'est un verset dans la Torah qui dit que on attend l'ouverture de la matrice avant que le péché, en tout cas l'inclinaison au mal, vienne. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un milieu intra-utérin, il n'y a pas d'inclinaison vers le mal. Question pour un champion, comment on comprend le Rashi alors? Comment on comprend ce tropisme de Esav vers les lieux de perdition, sachant qu'a priori, il n'y a absolument aucun attrait vers le mal? Qui peut me donner une réponse ici? C'est quoi la réponse? Elle est subtile. Comment? C'est pas une première ébauche du bébé qui est un peu plus tournée, une tendance? Non, c'est pas... Non, c'est quoi? Non. Ah oui, c'est vrai que c'est... Comment? Ils étaient deux. Il y en a un qui est attiré par la Torah et l'autre qui est attiré par les lieux d'idolâtrie. Ouais. Sans donner la réponse tout de suite, mais la question est encore plus forte sur Yaakov. Ouais. Oui, pareil, oui. Non, mais le bon penchant, il arrive encore plus tard. Ouais, en plus, à la bar mitzvah, en plus, ouais. Donc on ne comprend pas exactement. Ouais, en tout cas, non. Il arrive encore plus tard, ça veut dire. C'est bizarre ce tropisme. Élément de réponse. En tout cas, le Yetzer Hara n'est pas intra-utérin. L'élément de réponse est le suivant. Yaakov est attiré naturellement, tant qu'il n'a pas de Yetzer Hara, par le monde de la construction. Le monde de la Torah, le monde des Beth Midrash, le monde de l'étude. Et ça, vous savez pourquoi il est attiré par l'idolâtrie? Parce que Esav est celui dans le projet divin qui est censé aller dans l'interface du judaïsme avec le monde, le reste du monde, et essayer d'expliquer aux idolâtres qui se trompent. Son lieu de prédilection, c'est essayer de, entre guillemets, pas de convertir, mais en tout cas d'essayer d'amener à la raison tous les idolâtres. C'est la raison pour laquelle, de façon naturelle, il a
un attrait vers les lieux qui sont à la périphérie du judaïsme. C'est là où on l'attend. C'est une des raisons pour laquelle on va le voir demander à son père, papa, est-ce qu'on doit prélever le maaser, la dîme, des écorces des fruits? Est-ce qu'on doit prélever sur du sel? Vous savez que lorsqu'il y a un fruit qui a poussé en Israël, on doit prélever le maaser. Lui demande, mais la peau aussi, la peau de l'orange, la peau de la mandarine aussi. Les gens disent, ah tu vois, il est dans l'extériorité. Pas du tout. Il a compris que le principe de la dîme est tellement puissant qu'on pourrait même l'élargir dans l'interface. C'est le juif de l'interface. D'une certaine façon, Yosef va réussir à être ce fameux tzaddik qui est capable de rester lui-même dans un monde totalement étranger à la Torah, d'être un phare dans un monde totalement anti-Torah. Yosef a réussi là où Esav va échouer. Esav va échouer. Mais ce qui est intéressant de faire remarquer ici, c'est que par définition, on ne peut pas dire que les choses étaient pliées d'avance. Au contraire, ce qu'on peut dire juste, c'est que le terrain dans lequel tu vas te réaliser est oui défini d'avance. Maintenant, qu'est-ce que tu feras dans ce terrain? Ça dépend de toi. Mais il n'y a rien qui est négatif à la base. Ça, c'est le premier point à attraper. Maintenant, cette lecture nous permet de comprendre pourquoi, une fois que Rivka apprend qu'elle a 2 enfants, elle est rassurée. Mais normalement, tu devrais être encore inquiété. Finalement, j'ai un tzaddik et un pourri. C'est pas très folichon pour Rivka, non. Elle comprend maintenant qu'elle aura 2 tzaddikim. L'un qui va évoluer dans un domaine qui s'appelle un domaine le ghetto de Yaakov, c'est la tente de Yaakov, c'est-à-dire c'est celui qui n'est pas capable d'aller dans l'interface du judaïsme parce que c'est trop complexe, ça demande beaucoup de force. Et tu as un deuxième type de judaïsme qui s'appelle un judaïsme extrêmement dangereux, c'est la faculté, Rav comme ça en Israël, c'est Rav Grossman, il va régulièrement dans des boîtes de nuit, par exemple, boîtes de nuit, et il va, laissez-moi parler pendant 5 minutes, essayer de se confronter le plus possible aux endroits les plus étrangers, on va dire, au judaïsme, et essayer de créer une communication avec les personnes les plus loin possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle le judaïsme de Esav, et c'est ça qui était prévu, et c'est pour ça que Rivka, elle est rassurée. Premier point. Maintenant, je vous rajoute d'ailleurs par rapport à cette thèse qui a l'air un petit peu nouvelle, c'est pas nouveau, je lis juste le texte, qu'il n'y a rien qui est dit sur le fait que Esav est un méchant. Tout ce qu'on entend de façon générale, c'est un bandit, il n'y a rien qui est marqué dans la Torah. Dit la Torah, les 2 enfants ont grandi. Ils ont grandi, c'était 2 frères jumeaux, ils ont grandi, c'était les 2 avec une barbe, un chapeau. Enfin, si vous avez une image que le tzaddik c'est une barbe et un chapeau, alors ils avaient une barbe et un chapeau. Les 2, c'est 2 personnes. Maintenant, cette vision de la Torah est absolument essentielle à avoir. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la Torah nous a présenté en permanence des couples. Des couples objectivement différents. Le premier couple, c'est Adam et Chava. Lui, c'est un homme, elle, c'est une femme, c'est pas pareil. Lui, il vient de la terre, elle vient de lui. C'est plus raffiné. Ouais. Donc, tu me demandes, venons jouer au jeu des différences, quelle est la différence entre Adam et Chava? Mais tu sais quoi? Un empire les sépare. Ouais. Après, tu as des nouveaux couples. Tu as le couple Caïn et Havel. Tous les diffèrent tellement qu'il y en a un qui tue l'autre. Après, tu as encore des couples de frères. Shem et Yéfet, les 2 vont recouvrir la l'héritage du père, mais pas de la même façon. On a en permanence des systèmes de présentation de 2 personnages avec leurs différences objectives. Tu as un premier couple encore de frères, un nouveau couple encore de frères, les frères Yitzhak et Ishmaël. Mais tous les diffèrent, ils n'ont pas la même mère, même père mais pas la même mère. T'as le juif et l'arabe, c'est une blague, ouais, comme une histoire drôle. Donc tu demandes quelles sont les différences entre Yitzhak et Ishmaël, mais tout diffère. Et petit à petit, la Torah est en train de faire une focalisation sur un couple de Yaakov et Esav, qui est un couple qui sont 2 frères jumeaux. 2 frères jumeaux, ça veut dire que si tu veux explorer la différence entre ces 2 individus, tu vas être obligé de porter un regard pas extérieur. Tu me demandes la différence entre Yitzhak et Ishmaël, tu dis, bah, c'est ça, un juif et un arabe. Il est né, il a 13 ans, donc c'est ça. Ah ok, c'est que ça, non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Mais tu peux t'en tenir déjà une lecture extérieure de leurs différences. Tandis que, quand je te dis que Yaakov et Esav, les 2 sont identiques. Les 2 ont le même père, la même mère, la même éducation. Les 2, c'est des tzadikim. Et je vais te dire, en tout cas, c'est deux maîtres. Et je vais te dire, tu sais quoi, il y en a un, c'est un tzadik, l'autre, c'est un rachat.
Comment tu fais pour déterminer la différence entre deux barbus avec un chapeau? Comment tu vas faire pour les discriminer? Extérieurement, tu peux rien faire. Réponse, tu vas devoir porter un regard hyper profond. Le Magui de Douvenot dit, c'est un petit peu comme si je vous demandais de trouver les différences qu'il y a entre un cerisier et un platane. Trouvez-moi les différences vite entre un cerisier et un platane. Vite, allez. Les fruits. Les fruits, ensuite. Y a pas, un fruit, pas de fruit, ensuite. Les fleurs. Les fleurs, ensuite. Les feuilles. Les feuilles, ouais, tout diffère. Le platane, cerisier, aucun rapport. Je vous demande maintenant, deux cerisiers, un à côté de l'autre, identiques. Trouvez-moi des différences. Bah, le goût gustatif, côté gustatif. Gustatif, pas mal. C'est Ensuite. important. Non, pareil, les mêmes. Photocopie. L'âge, ensuite. La croissance. Les racines. C'est la même. La- Les racines extra. Vous voyez que rapidement, quand vous avez deux images qui sont différentes, quand je vous demande les différences, c'est très facile et c'est extérieur. Si je vous donne deux images qui sont identiques, et je vous dis c'est différent, vous portez tout de suite un regard profond. Il me parle de goût, c'est subtil. Il me parle d'un âge, c'est une notion presque conceptuelle, l'âge de l'arbre. Et tu me parles des racines, ça veut dire ce qui est invisible. Plus tu accentues la ressemblance au niveau physique, plus si je te dis qu'il y a une différence, il faudrait que tu aies un regard profond qui s'appelle un regard des racines. C'est ça qu'on attend de toi. Le couple Yaakov et Esav n'est pas là pour jouer à Bioman. Lui c'est gentil, moi c'est le méchant. Il est là pour comprendre, et faites attention à cette chute qui est brutale, on assumerait les conséquences, que fondamentalement, nous sommes infiniment plus proches de Esav dans notre vie, et Yaakov doit être l'asymptote de notre vie, doit être l'horizon régulateur de notre vie, doit être la personne vers laquelle on se hisse. Mais on est naturellement dans une ressemblance, et je vais le montrer, incroyable avec Esav. Ça veut dire que c'est frère jumeau avec Esav. Cette vision est une vision que j'appellerais presque une méthodologie de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, on ne lit pas la Torah pour se rassurer et avec un esprit de chauvinisme qui s'appelle « Waouh, Baruch Hashem, c'est top, moi au moins, je fais partie du bon club. » C'est vrai, dans ce filtre de l'histoire, t'as eu Ishmaël, bah c'est les Arabes, après Yitzhak, parmi Yitzhak, t'as Esav, bah c'est les chrétiens, et dans Yitzhak, t'as Yaakov. Yaakov, ça c'est moi, ça c'est moi. Évidemment que c'est moi, mais moi, dans une vision haute de moi. C'est pas moi maintenant. On est infiniment plus proche dans notre vie de Esav que de Yaakov. Et la Torah te décrit Esav juste pour que tu aies la lucidité d'être capable de prendre conscience et de faire cette minimum de remise en question que non, je ne fais pas partie si facilement du bon club. Cette vision du club est absolument essentielle et la plupart des gens lisent le texte de la Torah pour se rassurer et pas pour se chambouler. L'étude de la Torah est là pour chambouler un individu. Si on lit chaque année les mêmes parachutes, que tu connais tous les détails de la paracha, c'est justement parce qu'à chaque fois, tu auras une possibilité tout à fait nouvelle de chambouler ta vie. C'est ça qu'on attend dans l'étude du texte. Et on a ici donc un personnage qui est là pour nous montrer. Alors je vais vous donner plusieurs éléments de remise en question qui vont jaillir à partir du personnage de Esav. Esav, on a dit, c'est l'individu qui est un guerrier et il va avoir des relations extrêmement, dures, frictionnelles avec Yaakov, au détour d'un moment où Yaakov va un petit peu le feinter en lui extorquant, en tout cas en lui achetant son droit d'aînesse. Il est naturellement celui qui est censé être l'aîné, le Bechor, et il a été choisi par son père comme étant le Bechor, l'aîné, Esav. Et voilà qu'un jour, nous dit le texte, vous avez dans le grand 2, Vayomer Esav al Yaakov, donc il revient hyper fatigué de la chasse, c'est un chasseur, ouais, et il dit à Yaakov, Alitenina mina Adom à Adom azé, je t'en prie. Alors Rachid traduit, j'ouvre grand la figure, la bouche, et tu remplis dedans. Alitenina, fais-moi gober si tu veux, laisse-moi gober ce rouge-là. Qui aïef anori, car je suis épuisé. Donc le bonhomme, il arrive exténué du boulot. Alken karachemo edom, c'est pour ça qu'on l'a surnommé le rouge. Ouais. Donc il a vu un plat de lentilles rouges. Il a dit, donne-moi de ce rouge-là, il n'a pas rentré dans les détails.
Il a dit, tu sais quoi? Eh ben, on va t'appeler comme ça, Edom. Il a pris. À ce moment-là, comment dire, Yaakov a dit, ok, moyennant ton droit d'aînesse, il y a encore ceci. Il nous dit le texte, mais Yaakov, donc regardez le texte, Michakayamet Bechora Techali, il dit, ok, non mais je te le donne à condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. Réponse de Yesav, Vayomer Esav, Inanochi Olach Lamut. Il dit, de toute façon, je vais mourir. Velamazé lié Bechora. Et pourquoi cela à moi, le droit d'aînesse? C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc je répète. Le bonhomme, il revient exténué du boulot. Il est affamé. Il voque du rouge. Yaakov lui dit, ok, mais ça a un prix, mon frère. Combien? La Bechora. Il inspecte, qu'est-ce que je vais faire? De toutes les façons, je vais mourir. Vous connaissez Keynes, le grand économiste? Il disait de façon très marrante, à plus ou moins long terme, on est tous morts. Pareil que ça, ouais. De toute façon, on va mourir. Ouais. À plus ou moins long terme, on est tous morts. Alors, là, c'est plus subtil. Il a vu que être le Bechor, c'est être un peu le Cohen de la famille. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'incartade. Il faut que tu sois parfait dans ce que tu fais. Et donc, il s'est dit que c'est hyper dangereux, c'est hyper périlleux. Le rapport au bon Dieu est pas si simple que ça. C'est complexe. Et donc, il se dit, c'est trop périlleux, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas que Keynes, c'est pas du Keynes. C'est autre chose que Keynes. Ouais. Velamazeli Bechora, pourquoi? À quoi bon la Bechora? Et à ce moment-là, ils vont faire cet échange qui va énormément énerver plus tard Esav maintenant. Ce qui m'intéresse, ouais, c'est essayer d'attraper deux choses. Première des choses, c'est cette définition de Esav le rouge. Pas Dany, hein, c'est pas Dany le rouge, c'est Esav le rouge. Dans les Cohn-Bendit, il s'appelait Dany le rouge. Ouais, il était roux, donc on l'appelait Dany le rouge, ouais. Cohn-Bendit, ouais, en 68. Ouais. Maintenant, bah, il est encore présent sur Europe 1, mais bon. Donc ça, c'était ouais. Dany, il s'appelle Esav le rouge. On va essayer de comprendre c'est quoi cette définition du rouge. Et jusqu'à présent, ça s'appelle Mamlechet Edom. La royauté occidentale, on l'appelle Edom, on l'appelle le rouge. Pourquoi le rouge? Apparemment, ça a l'air d'une définition totalement, subalterne de l'individu, primo. Ça, c'est la première chose qu'on va voir. Et deuxième chose, j'ai mis en rouge ici pour que vous soyez sensibles au Lachon HaKodesh, à la façon dont la Torah s'exprime lorsqu'elle se déploie. Alors, dans son libellé, quand il a dit, mais de toute façon, je vais mourir, Lamazeli Bechora. Lamazé. Pourquoi ça, à moi, la Bechora, le droit d'aînesse? Il y a un mot en trop ici qui est le zé. Ça veut dire Lamali Bechora. Pourquoi la Bechora? Pourquoi le droit d'aînesse? Le zé, le démonstratif zé, celui-là, est en trop. Qui fait dire au Midrash, dans une lecture hyper sophistiquée, quand Yaakov vient se dire, mais Lamazé, pourquoi cela? Ça fait étrangement écho à un zé qui va être prononcé ultérieurement par les Juifs lorsqu'ils sortent d'Égypte et qu'ils sont pris entre deux mâchoires. D'un côté, les Égyptiens en trousse, de l'autre, la mer qui ne s'ouvre pas. Il y a un qui se jette et à ce moment-là, la mer s'ouvre en 12 parties. Et ils passent, et à ce moment-là, ils prennent conscience de la splendeur de l'interférence d'Hachem et ils disent Zé Keli ve'anveu. Zé, ça, c'est mon Dieu et j'ai envie de le louer. Donc, je répète ici, le Midrash fait ce qu'on appelle un procédé de pont, de cross-référence pour les auditeurs, je ne sais pas comment on appelle ça, de mots en écho. Il y a un zé de Esav qui est à mettre en relation avec le zé du peuple juif qui prend conscience de la magnificence d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle, le lien. Qu'est-ce qui est marqué ici? Première des choses. Edom, c'est quoi Edom? Edom, c'est le rouge. Le rouge, ça veut dire qu'il vit une vie tellement trépidante, tellement dense, tellement remplie, que Esav n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Donne-moi ce plat de lentilles. Le rouge, dans le spectre des couleurs, est la couleur la plus chaude. Le rouge, c'est toujours la couleur de l'urgence. Esav est l'homme qui vit un petit peu comme nous dans les urgences. C'est quoi les urgences? Il faut amener les enfants à l'école, il faut s'occuper des bulletins, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du prêt, il faut aller au boulot. C'est l'homme qui est dans le tourbillon permanent de la vie active. C'est pas un passif. Yaakov est un passif.
Yoshev, Tamwali, et pépère, tranquille dans sa tente. Esav est l'homme d'action. Et l'homme qui prend la vie au sérieux. Et quand tu prends la vie au sérieux, ça te ronge évidemment, c'est fatigant. Et tu reviens comme tous les individus du monde exténués du boulot. Ouais. C'est la norme, ça. Ça, c'est nous. Et des fois, on évoque du rouge. Un enfant a mal, parce qu'il a été vexé. Bon, ok, on verra ça demain. Ouais. Parce qu'on évoque du rouge, parce qu'il y a autre chose à faire. C'est-à-dire, fais tes devoirs, on parlera après de la couche sentimentale. Ouais. On passe tous notre vie à être dans des voyants rouges. On vit avec des voyants rouges. Quel est le lien que propose ici le Midrash de façon absolument magnifique? Lorsqu'il dit la mazélianochi, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? La mazé, ça veut dire, dans ce tourbillon incessant de la vie, je n'arrive pas à y voir le clin d'œil du bon Dieu. La vie est tellement prenante que je ne suis pas disponible et disposé à me connecter avec le bon Dieu, même si je fais toutes mes prières. Même si je suis encastré dans un monde religieux, mais ça va tellement vite que je n'ai même pas le temps de penser au bon Dieu. Donc je fais mes tfilotes, je fais mes prières, comme on met un ticket dans le distributeur de trucs et il repart. Ouais. Je ressors moutpalal, comme on dit. Les gens ils rentrent dans la choule, ils ressortent moutpalal. C'est une formation. On ressort prier, pas... La vie, elle est comme ça. Ça, c'est le monde de Esav. C'est notre monde. Qui fait que, même dans une expérience religieuse, rares sont les moments où on pense vraiment au bon Dieu. On rentre rapidement dans une routine. C'est exactement ce que vit ici Yaakov. Les génies du Midrash viennent dire, lorsqu'il dit la mazé, pourquoi cela? Ça veut dire, je ne suis pas poreux à une interférence du divin, comme ça s'est passé dans le trouble, dans le tumulte de l'ouverture de la mer Rouge, qui fait que d'un coup, les moindres juifs, pas les grands prophètes, les moindres juifs disent, waouh, ça c'est du bon Dieu. Là, je vois la trace visible de la main invisible. Là, j'ai le clin d'œil évident du bon Dieu. J'ai le temps de m'arrêter à ça dans un monde de fuite. Ils sont dans la même posture que les Esav. Ils sont aussi en fuite, ils sont aussi en train de gérer des enfants, les poussettes, les trucs, les ci, les l'autre. Et il y a les Égyptiens qui se retrouvent, c'est qui courent derrière nous. Ils sont dans ce même tumulte de la vie, mais ils prennent le temps de dire waouh, Zé Keli Vanveu. Ils sont capables, de façon collective, de laisser pénétrer la providence dans les choses les plus triviales de la vie. Ça, c'est ce qui se trame ici chez Esav. Esav est l'individu qui va s'installer dans la fatigue de la vie, c'est-à-dire dans cette opacité à laisser pénétrer les quelques petits clins d'œil du bon Dieu. C'est ça, en fait, la remise en question par rapport à Esav. Il me reste 5 minutes pour finir, pour élaborer avec vous, si vous voulez, ce qui s'appelle l'antidote de Esav. L'antidote de Esav, c'est sa propre mère. Elle s'appelle Rivka. Et Rivka va, elle, dans ce même passage, se caractériser par 3 questions essentielles, 3 questions existentielles. La première, on l'a vu, elle sent qu'il y a ici une activité bizarroïde vers des lieux de destruction. Elle dit, mais je ne comprends pas, destruction, construction. Lama ze anochi, premier lama, pourquoi une telle chose m'arrive? Premier niveau d'interrogation, de remise en question. C'est quoi la remise en question? Elle commence par une question, comme le dit le terme remise en question. C'est cette faculté de se poser une question. D'ailleurs, n'oubliez jamais une chose. Plus on se pose des questions, plus on est quelqu'un de humain. Adam en hébreu a pour valeur numérique 45, qui est exactement la même valeur numérique que ma, qui est la question. Même si on n'a pas de réponse dans la vie, il faut être capable et avoir l'honnêteté de se poser des questions. La première question, c'est pourquoi ceci m'arrive? Deuxième question, verset numéro 45. Lorsque l'animosité de ton frère ne te menacera plus et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai ramener de là-bas. Donc elle a vu qu'il y avait un conflit entre le frère, et ça veut tuer Yaakov. Et elle dit, je gère la chose. Lama eshkol gam shnechem yom echad. Pourquoi je devrais perdre mes 2 enfants le même jour? Elle sent qu'il va y avoir une lutte intestine fratricide. Et elle décide d'éviter le schéma Caïn et Avel, puisqu'il y a un schéma qui plane dans l'histoire qui s'appelle le schéma Caïn et Avel. Elle refuse ce schéma. Troisième lama de Rebecca. Vatomer Rivka alitra katsi bechaim ipene benotret. Ouais, ma vie, j'en ai marre de ma vie à cause des filles de Chet. Si Jacob choisit une épouse parmi les filles de Chet, telle que celle-ci parmi les filles de Chet, la mali chaim, à quoi bon vivre? 3 questions elle s'est posée. Regardez comment c'est intéressant.
Première des questions, c'est il m'arrive quelque chose dans la vie qui est anormal. Au lieu de rester dans cette anormalité, je me dis, tiens, il y a quelque chose à explorer. Elle est allée l'hydroche et Hachem. Elle se met, un, à prier, deux, à aller porter sa question auprès des gens qui seront peut-être capables de lui répondre. Ça veut dire, je ne reste pas stérile par rapport à un chamboulement quelconque. Première des choses, cette faculté de remise en question par rapport à les événements qui se passent. Deuxième chose, ce n'est pas simplement des événements qui se passent par rapport à moi-même, autour de moi. Il y a une querelle qui a éclaté dans la famille, entre la famille telle et un tel, comme dans Astérix en Corse, vous connaissez ou pas? Voilà. Il paraît qu'il y a l'aïeul de l'ancien truc et tout, il avait refusé un âne, quelque chose de très grave, bref. Comprendre les conflits familiaux, c'est complexe, ce sont les conflits les plus durs à gérer, mais ce que fait Rivka, elle s'implique. Il y a une lutte fratricide, elle pourrait lâcher prise, qu'est-ce qu'elle décide? Elle dit non, je m'implique. Je m'implique, je ne veux pas, comment dire, être indifférente par rapport à ce qui se passe autour de moi. C'est le deuxième niveau d'implication. Troisième lama, elle a une ambition par rapport à Yaakov, elle n'a pas envie qu'il soit dans la médiocrité des filles de Chet. Et elle décide, elle a une ambition par rapport à lui. Elle ne s'implique pas simplement par rapport à un conflit, elle s'implique aussi par rapport à une ambition. Elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas de vivre si mon fils est dans la médiocrité. C'est la raison pour laquelle elle dit, la malicheim, à quoi bon parler? Elle est donc le prototype de l'individu qui se remet en question en permanence. Elle se remet en question par rapport à ses épreuves, elle se remet en question par rapport à son entourage, elle se remet en question par rapport à sa projection. J'ai une ambition, j'ai envie d'y aller, je suis prêt à verbaliser la chose et essayer d'avancer par rapport à ça. Voilà un petit peu comment on peut voir un éclairage de la paracha au niveau de ce conflit Yaakov et Esav. Je finis donc sur ce résumé essentiel. Yaakov et Esav n'a rien à voir avec le schéma manichéen que vous entendrez. Et même si les personnes sont des personnes sérieuses, grande est la tentation de se conforter à se dire on est les meilleurs. Et c'est exactement ce que la Torah ne veut pas. La Torah veut en permanence nous hisser vers un niveau beaucoup plus subtil. D'ailleurs, dans ce moment d'idées extrêmement iconoclastes, il y avait un grand maître qui s'appelait Kotzker Rebbe, qui disait que pour lui, son personnage d'inspiration de toute la Bible, c'est qui pour le Kotzker Rebbe? Idée quoi? Enfin, je vous avertis, préparez-vous. Il disait pour moi, non, pas Esav, mais c'est Pharaon. Il dit, moi, je suis admiratif de Pharaon. Pourquoi? On lui envoie des miracles un après l'autre et il ne change pas de cap. Ça, c'est quelqu'un de grand. Il ne se laisse pas impressionner par des petits miracles, ou même des grands miracles. Donc c'est une façon extrêmement, à rebours de regarder les choses, mais il y a quelque chose à attraper là-dedans. Cette faculté systématique de voir dans quelle mesure le texte est là pour me remettre en question. On n'écoute pas des cours de Torah pour se dire, j'ai bien raison, et ma belle-mère, elle est vraiment à côté de la plaque. Et grande est la tentation, parce qu'il y a toujours quelque chose de moralisateur, mais on adore la morale toujours pour les autres, jamais par rapport à nous. L'idée du texte, l'étude du texte est toujours là pour essayer de te remettre en question, de te dire, voilà, en quoi je vais être quelqu'un de meilleur? Je réalise, alors en l'occurrence par rapport à Esav, cette façon que j'ai d'être toujours opaque, non pas parce qu'il m'arrive que des tuiles, mais parce que finalement, je me conforte dans un système de Esav. Esav en hébreu, ça veut dire assoui, ça veut dire tout est fait. Tout est plié d'avance, on ne pourra jamais changer. Et on a tous tendance dans la vie, on a plein de projets à Rosh Hashanah, et arrive déjà 2 mois après, on se dit de toute façon, les choses seront toujours les mêmes, on ne pourra jamais changer. Cette frilosité par rapport à l'espoir de changer, il faut être capable, de la changer, s'inspirer de Rivka, se poser les bonnes questions, et essayer d'avancer par rapport à ça. Je m'arrête là, et je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.